Bonsoir à toutes et à tous, bientôt 19h, merci de nous rejoindre pour le 19-1 en Aquitaine. Au sommaire, l'agression de 8 collégiennes à Bordeaux. Le parquet s'explique ce soir sur les circonstances. Le suspect portait un bracelet électronique après une condamnation pour des faits similaires. Un scooter pour un travail, pour aider les chômeurs sans moyen de transport à trouver un emploi. La mission locale de Haute-Gironde prête des deux roues, une initiative qui porte ses fruits. C'est une première en France. Bordeaux inaugure ce soir Abilympique. Ces championnats du monde des métiers des personnes handicapées réunissent quelques 600 concurrents du monde entier. Quel est l'intérêt d'une telle compétition? Nous en parlerons avec le président des Abilympiques dans un instant. Et puis une déferlante de prix cassés dans l'univers des sports de glisse. Osgore organise sa traditionnelle grande braderie jusqu'à dimanche. Une vente au déballage qui attire quelques 60 000 personnes. Dans votre édition nationale à 19h30, une journée de recueillement et de commémoration, un an jour pour jour après le crash de la Germanwings dans les Alpes de Haute-Provence. Des centaines de proches des 149 victimes ont tenu à se rendre pour la première fois sur les lieux du drame. À l'une donc cette affaire d'agression sexuelle sur 8 collégiennes à Bordeaux. La procureure de la République vient de tenir une conférence de presse. Il faut dire que le suspect portait un bracelet électronique. Cet homme avait été placé en détention provisoire il y a seulement quelques mois pour des faits similaires près du même collège. Marie-Pierre Dabrigeon, Didier Bonnet. Il rôdait en voiture autour des établissements scolaires. L'homme, âgé de 26 ans, avait notamment pris pour cible ce collège du quartier Saint-Augustin à Bordeaux. À ce jour, 8 victimes de très jeunes filles ont porté plainte pour agression sexuelle. L'individu, arrêté ce mercredi, portait un bracelet électronique après avoir été mis en examen pour des faits similaires en septembre 2015. On avait des éléments qui étaient probants et qui provenaient d'un service spécialisé pour dire qu'il fallait le placer sous bracelet électronique. Par ailleurs, il était indiqué que l'emploi était structurant, qu'il avait des garanties de représentation, qu'il ne présentait pas de dangerosité certaine. L'homme, qui était donc sous le régime de l'assignation à résidence, aurait commis ses actes durant son temps de travail. Il venait de trouver un emploi dans une société de rénovation de mobilier urbain et pointait 2 fois par semaine au commissariat de police. Il respectait aussi ses obligations de soins chez un psychiatre. Rien ne pouvait laisser présager de nouvelles agressions. Déféré au parquet cet après-midi, il a été mis en examen pour agression et tentative d'agression sexuelle sur mineurs. Il encourt une peine de 15 ans de prison. Les douaniers du Grand Sud-Ouest sont en colère. Ils manifestaient aujourd'hui à Agen. 250 douaniers venus dire non à la réorganisation en France des bureaux des douanes. Un maillage qu'ils entendent défendre encore plus dans le contexte actuel. Ce rassemblement se tenait dans la capitale lot-et-garonnaise où les douanes sont en sursis. Gilles Coulon, Guillaume Dequet. Ils étaient une bonne douzaine il y a quelques années, ici au centre routier de Gossens. Aujourd'hui, il ne reste plus que 6 douaniers en poste pour surveiller ce secteur de l'A62. À terme, le bureau d'Agen pourrait disparaître pour renforcer la brigade d'Arcachon à proximité de l'A63. Un axe Bordeaux-Hendaye jugé prioritaire selon la direction interrégionale des douanes. La brigade d'Agen fait des contentieux remarquables, fait à peu près plus de 25% des saisies d'armes de l'interrégion. Encore mardi dernier, les agents de la brigade des douanes ont saisi une grenade dans un véhicule. Donc nous, on travaille essentiellement actuellement sur l'état d'urgence avec le terrorisme. Ce matin, près de 250 douaniers de la grande région et du Languedoc-Roussillon sont venus soutenir leurs collègues. Objectif de ce rassemblement, protester contre le maintien du projet stratégique douanier et ses conséquences. Au niveau national, il y a une trentaine de brigades et il y a une cinquantaine de bureaux qui vont également subir le même sort. De leur côté, les élus locaux ont signé une motion pour soutenir les douaniers. Si ce service disparaît, nous avons notre aéroport qui perd son statut d'aéroport international et c'est très problématique pour l'avenir. En fin de matinée, les douaniers ont bloqué la circulation en périphérie d'Agen. Une délégation a été reçue à la préfecture du Lot-et-Garonne.
L'actualité de ce début de soirée, c'est la publication des chiffres du chômage. Ils sont en hausse de 1,1% en France. Dans la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, cette hausse est de 0,5%. Regardez le détail département par département en Aquitaine. Chiffre pour la seule catégorie A, celle dite de référence, les inscrits à Pôle emploi sans aucune activité en février. Comment retrouver un emploi lorsqu'on n'a pas de moyens de transport et que l'on est loin des infrastructures des grandes villes? C'est un vrai casse-tête pour les chômeurs. Eh bien, voyez ce dispositif mis en place dans le Nord-Gironde. Des scooters sont prêtés aux jeunes demandeurs d'emploi ou en formation. À Saint-Savin, Gilles Bernard, Cairns-Bali. D'une propriété à l'autre, elle va et vient avec son scooter. La vigne, c'est aujourd'hui son lieu de travail. Un contrat d'insertion obtenu après une longue période de chômage et de nombreuses réponses négatives, faute de moyens de transport. Le scooter, je ne pouvais pas aller travailler. J'ai appelé les patrons, mais je n'avais pas de moyens de locomotion. Donc ils refusaient. Parce que vous habitez sur une zone où il n'y a pas le bus qui passe. Comme Christelle, ils sont demandeurs d'emploi, en formation ou bénéficiaires du RSA. Et comme elle, ils peuvent ainsi disposer d'un scooter, un service proposé par la mission locale de Haute-Gironde, moyennant une participation financière de 50 € par mois. Suivant mes horaires, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, sachant qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc ça me sert beaucoup, ça me rend un grand service jusqu'à ce que je passe mon permis. Lancé il y a tout juste 20 ans, InserScout est né d'une réflexion partagée par tous les acteurs sociaux sur un même territoire, avec la volonté de faciliter l'accès au marché du travail. On a généralement un prêt de scooter dans un délai très très court, ce qui permet effectivement de s'adapter au marché du travail. Donc c'est vraiment une solution, c'est une vraie réponse concrète, pour le problème de mobilité qui est très présent sur le territoire. De la motocyclette des débuts au scooter d'aujourd'hui, le parc compte désormais plus d'une vingtaine de deux roues, certains offerts par des fondations, les autres financés par des fonds publics. L'offre étant, elle, limitée dans le temps. C'est pas une fin en soi, le but c'est vraiment de permettre une mise en route et surtout que les gens accèdent après à l'autonomie. C'est-à-dire que la durée est limitée dans le temps, sur quelques mois, et pour permettre aux gens de se retourner, de répondre favorablement et ensuite d'accéder à l'autonomie. L'an passé, plus de 50 personnes ont bénéficié de ce dispositif sur l'ensemble de la Haute-Gironde. Ce sera une grande fête des métiers pour les personnes handicapées. Ce soir débutent à Bordeaux les Abilympiques, en d'autres termes, des Jeux paralympiques des métiers. C'est la première fois que la France accueille cette compétition. Elle réunit quelques 600 candidats du monde entier. Nous serons sur place dans un instant. Avant cela, voici le portrait du doyen de l'équipe de France qu'ont rencontré Gladys Quadra et Jean-Michel Edwin. Appareillé depuis une quinzaine d'années, Patrice est sourd de naissance à 85%. Un handicap qui en cuisine est devenu un atout. L'odorat, j'ai plus développé, j'arrive à 3-4 mètres à savoir si l'eau est salée ou pas salée quand l'élève il l'a fait. Au niveau du goût, c'est pareil, ça développe aussi. Ce qu'on n'a pas d'un côté, on le récupère de l'autre. À 61 ans, Patrice totalise 47 ans de cuisine. Cette recette dont il répète inlassablement les gestes, c'est celle qu'il lui faudra exécuter à l'occasion du championnat du monde des métiers. Des concours, il en a fait des dizaines, alors le stress ou la pression... C'est bizarre, mais j'ai déjà mieux. Il y en a qui l'ont, je reconnais. J'ai mon collègue là on est deux, cuisinier français. J'en ai mon collègue qui est greffier du cœur. Lui, vraiment, il est stressé, pression. À ses côtés, le coach des deux candidats. Formateur et chef de cuisine, il est aussi l'ancien élève de Patrice. Je l'ai inscrit à son insu, directement. Pour moi, c'était une personne qualifiée et surtout avec de la volonté. Il n'a pas su refuser. Rendez-vous ce week-end à Bordeaux-Lac. 18 candidats s'y affronteront dans la catégorie alimentation. Bon, Patrice, on va arrêter là pour ne pas divulguer entièrement l'assiette. D'accord ? D'accord. Allez, on arrête. Merci beaucoup. Bonsoir Noël Roger, vous êtes président des Abilympiques, vous êtes en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac avant l'inauguration. On va parler dans un instant de l'enjeu de cette compétition internationale. Avant cela, on détaillait il y a un instant les nouveaux chiffres du chômage en France. Les travailleurs handicapés sont-ils plus exposés au chômage que les autres ? Oui, ils sont plus exposés au chômage que les autres pour plusieurs raisons. Bon, d'une part parce que c'est difficile à faire comprendre aux employeurs qu'une personne handicapée peut posséder les mêmes talents, avoir les mêmes compétences
que les autres personnes et que les valide. C'est un premier point. Et que le deuxième point, c'est vrai aussi qu'il faut faire des efforts en matière de formation professionnelle pour que les personnes handicapées soient davantage reconnues dans la vie sociétale et dans la vie économique. Il manque une loi en France pour faire cela ou... Non, il ne manque pas de loi. Il y a des volontés qu'il faut essayer, il faut bousculer un petit peu les choses. Il faut montrer que, et nous avons de multiples exemples, que chaque personne a un talent et que ce talent, s'il est un petit peu identifié et s'il est aidé par une formation professionnelle, peut aboutir à un métier. C'est plus une volonté. Oui, je vous en prie. Qu'autre chose, oui. Quel est le message véhiculé par ces habits olympiques ? Il y a plusieurs messages, mais il y a deux messages, je dirais, essentiels. Le premier message, c'est d'abord changer le regard sur le monde du handicap. Ça me paraît fondamental. Changer le regard, ça veut dire que quand on voit une personne handicapée, on a souvent un regard qui est de l'indifférence ou qui est au contraire un regard qui ne porte pas sur la personne en elle-même et surtout qui ne regarde pas ce qu'elle est capable de faire. Moi, j'ai vu les photos lenticulaires qui ont été mises en place à Bordeaux et qui montrent très clairement, avec le slogan suivant, « Mon handicap n'est pas mon métier ». Donc ça, c'est un message important à faire passer et montrer que chaque personne peut exercer un métier quel qu'il soit. Et concrètement, combien de métiers sont représentés là, durant ces 2 jours en compétition ? Alors, oui, il y aura 48 métiers présentés en compétition, avec près de 600 candidats et venant d'environ 35 pays. Bon, la France avait décroché une médaille de bronze en web design lors de la précédente édition il y a 4 ans. On suivra le palmarès ces prochains jours. Merci beaucoup Noël Roger, président des Habits Olympiques. La compétition commence ce soir avec l'inauguration demain par la ministre du Travail. Merci bien. Et puis pour toutes les informations sur les Habits Olympiques, vous pouvez consulter le site internet de France 3 Aquitaine. C'est l'un des articles à la une ce soir. C'est l'un des grands enjeux pour l'agriculture de demain, permettre aux jeunes de s'installer, reprendre ou créer son exploitation demande beaucoup d'argent. Voici une initiative originale en Dordogne pour aider les jeunes à franchir le cap, une bergerie communautaire. Sonia Hamdi, Pascal Tinon. Pour Emeline, c'est maintenant que l'aventure commence. À tout juste la trentaine, elle et son compagnon Steven cherchaient depuis 1 an à reprendre une exploitation pour développer élevage ovin et circuits courts. Aujourd'hui, ils peuvent réaliser leur projet dans cette bergerie communautaire tout juste inaugurée. La communauté de communes a investi dans les bergeries, donc ils sont propriétaires des murs, des bâtiments. Et du foncier. Et du foncier. Et nous, après, on a juste investi dans la partie matérielle et cheptel. Donc ça nous a permis de nous installer sans trop d'apport. Car si la bergerie est dite communautaire, c'est parce que la communauté de communes y a investi 160 000 €, soit 80% du financement. Au départ, le projet n'a pas fait l'unanimité auprès des autres exploitants, mais aujourd'hui, le couple de bergers peut compter sur quelques soutiens. On espère fort que Emeline et Steven vont réussir, même s'ils rencontrent beaucoup de difficultés, qu'ils vont pouvoir agrandir leur cheptel, trouver davantage de terre. Et nous en parlons justement à tous nos amis. Que la communauté de communes appuie comme ça un engagement, c'est fort et c'est très bien. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Et justement, l'initiative devrait être élargie à d'autres filières. Je souhaite que ce soit le début. Et c'est pourquoi j'invite les conseillers départementaux dans 15 jours à venir travailler sur l'aide à l'artisanat, sur l'aide au commerce et sur l'aide à l'agriculture que l'on peut réaliser. Aujourd'hui, les communautés de communes, si elles veulent faire ça, elles peuvent. Il faut en avoir la volonté politique. Prochaine étape, reproduire l'aventure d'Emeline et Steven sur 4 autres territoires, du Haut-Limousin jusqu'au pays d'Oloron. Du mouton au cochon, la célèbre fête au jambon de Bayonne a débuté ce matin et jusqu'à dimanche. Une vieille tradition puisque c'est déjà la 554e édition. Le concours du meilleur jambon fermier a ouvert les réjouissances ce matin, concours réservé aux petits producteurs locaux. Et c'est un fermier des Aldudes qui remporte le concours, Marcel Huald, avec son jambon de 20 kg. C'est la 3e fois qu'il remporte le concours. Et quelques 90 000 personnes sont attendues à Bayonne d'ici dimanche pour cette grande fête. Autre endroit où l'on attend la grande foule cette semaine, c'est la grande braderie d'Osgore dans les Landes. Jusqu'à dimanche, les magasins d'usine et les commerçants de la communauté surf bradent leurs produits.
Une vente au déballage où il fallait déjà jouer des coups dès l'ouverture ce matin. Patrick Panier, Laurent Montiel à Hossegor. La plus grande cabine collective d'essayage se trouve à Hossegor jusqu'à dimanche soir. Ici, il faut être rapide, efficace et organisé dans la course aux bonnes affaires. On prend tout ce qui nous plaît, on met tout dans le sac et ensuite on se pose et on prend ce qui nous intéresse et après on fait un choix parce qu'il y a un budget quand même à respecter. Combien ? Entre 200 et 250 pour habiller toute la famille. Pour une taille, une forme ou une couleur de t-shirt, d'autres envoient des MMS à un conjoint retenu à son travail. Dans une effervescence incroyable, si les clients sont accros, les vendeurs le sont tout autant. Plus d'une centaine de commerçants participent à cette vente au déballage, dont 30 implantés sur la zone de P2Ber. L'intérêt pour les commerçants, c'est écouler les stocks de fin de saison. C'est le but premier de la vente au déballage. Et aussi avoir une forte activité pour lancer la saison d'été, qui est aussi un point de vue essentiel de l'activité de la zone. Patient pourtant, il faudra l'être encore davantage cette année que les années précédentes. La préfecture des Landes a exigé des mesures drastiques de sécurité dans le cadre de la menace terroriste du moment. Ici, on a des professionnels qui sont devant pour vérifier les sacs et puis forcément derrière, sous les blousons. Et on a encore du personnel qui vont mettre des serflex et revérifier les sacs. Donc on a 2 contrôles avant de pouvoir rentrer dans cette tente. Comme toujours, nos voisins espagnols étaient les plus nombreux en ce premier jour de braderie. Samedi et dimanche, ce seront les Français. À Hossegor, le surf, sa mode et sa culture font toujours déplacer les foules. Sport rugby, il rempile à l'Aviron Bayonnais. L'entraîneur Vincent Etcheto prolonge son contrat jusqu'en 2019. Bayonne, actuel 2e de la Pro D2, reçoit le leader Lyon ce soir à 20h45 au stade Jean Daugé. Ils iront jusqu'au bout du suspense. Les hockeyeurs sur glace d'Anglet reviennent de nulle part dans la course à la montée dans l'élite. Après avoir perdu les 2 premières manches contre Nice, eh bien ils ont égalisé hier soir pour s'offrir une belle. Edmond Lataillade, Bertrand Joucla-Parker. Anglet a remis les pendules à l'heure et su garder la maîtrise des événements pour gagner le droit d'aller jusqu'au 5e match. Le cri de victoire des Anglois. Pour se mettre sur la route du succès, ils ont marqué d'entrée et ont toujours fait la course en tête. Thomas Roubèche, puis Florent Leyens au 2e tiers-temps et enfin Benjamin Lagarde au 3e ont été les marqueurs de l'Ormadi dans un match âpre, engagé, tendu. On a vu un vrai match de hockey avec 2 grosses équipes. Ça a été un match intense du début jusqu'à la fin avec 2 équipes qui voulaient la même chose, la victoire. Et ce soir, on est satisfait de revenir dans la série. C'était l'objectif. On voulait pas mourir chez nous. On voulait se donner le droit d'aller faire un 5e match à Nice et c'est chose faite et c'est une bonne chose. Sibrachka pour Nice a ramené le score à 3-2. Anglet a su avec calme préserver le bénéfice de ce 4e match. Le dénouement aura donc lieu samedi chez des Niçois revanchards dont le seul avantage sera de jouer sur leur glace. On sait que là-bas, les 2 premiers matchs, on les a très bien joués. On a manqué de réussite, on a manqué de chance. Donc je pense qu'il ne faut rien changer à ce qu'on a fait. Continuer à travailler. On a montré qu'avec 4 lignes, on était capable de rivaliser avec eux, même si c'est une grosse équipe. Et je pense qu'on va aller chercher ça là-bas. On va mettre tout notre cœur, toute notre énergie là-bas. On va tout donner pour aller chercher ce 5e match. 5e match et épilogue, samedi à 20h à Nice. La suite du 19-20 dans un instant avec votre édition locale avec au sommaire en Béarn le surcoût des travaux de rénovation au terme des Aubonnes. Au Pays Basque, des tensions entre les élus locaux de la Côte Basque. Et puis en Dordogne, reportage aux côtés de l'Académie du Chabrol qui perpétue cette vieille tradition paysanne. A tout de suite pour la seconde partie du 19-20 en Aquitaine. Juste après la météo, le bulletin est signé Frédéric Lillet. Restez avec nous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Regardez la météo